J'ai quelques questions. Quel est l'impact des nouvelles solutions de stockage sur les réseaux électriques? Alors, l'impact, il est que, je vais revenir juste un instant pour répondre à cette question-là, sur les systèmes de stockage en question. De quoi parle-t-on? Parce qu'on a vu apparaître des systèmes de stockage, par exemple, dans le résidentiel, du 3 kW. Bon, là, les systèmes de stockage d'énergie dont on parle, c'est de 30 à 1600 kW pour chaque sous-système. Évidemment, on peut étendre les capacités par bloc, par module, de la quantité finalement de batterie dont on a besoin, au-delà de la puissance, donc pour la capacité de stockage. Donc vous voyez qu'on est sur des capacités qui sont assez conséquentes. Et donc l'impact, eh bien, ça va être effectivement de se mettre d'accord sur est-ce qu'on veut autoconsommer, est-ce qu'on veut réinjecter. Donc il y a un impact contractuel qui est important, et on a vu les conventions d'autoconsommation apparaître à ce sujet-là. Donc il y a cet impact-là. Et puis il y a un impact, comme je disais tout à l'heure, sur le dimensionnement des réseaux, c'est-à-dire de la conception même de l'architecture électrique d'un site. Le fait même d'introduire des systèmes de stockage va modifier l'architecture électrique du réseau. Donc il y a un impact sur la conception et sur l'exploitation. Alors, est-ce que les nouveaux systèmes amènent de nouveaux risques? Alors, des nouveaux risques, je vais en citer deux. Un qui est un petit peu plus collectif et pour pas dire politique, c'est que ces nouveaux systèmes énergétiques, vous voyez, ils fonctionnent. Ils sont disponibles. On a des sites d'expérimentation. Mais par rapport au challenge que j'indiquais tout à l'heure, le premier risque, c'est est-ce que collectivement, et en particulier en France, on saura saisir les opportunités de ces nouveaux systèmes énergétiques. Donc il y a la PPE qui a donné un certain nombre d'objectifs à atteindre. Maintenant la question c'est comment on va les atteindre. On sait qu'on ne pourra pas tout faire avec des décrets et des obligations, peut-être il en faudra, mais le vrai risque que l'on a, et donc en même temps l'opportunité, c'est de mettre en œuvre ces nouveaux systèmes énergétiques. Donc on a un contrat notamment stratégique de filière qui a été signé il y a quelques semaines sur les nouveaux systèmes énergétiques. Maintenant, il faut qu'on se mette tous ensemble autour de la table pour savoir comment on va atteindre ces objectifs. Parce que c'est facile de mettre dans un décret moins 50%, mais comment on fait, quoi? Et ça, c'est à nous, collectivement, de le faire. Après, on a un deuxième risque qui est plus lié à notre profession. Je reviens sur intégrateur électricien, qui est que même si les conditions de marché deviennent favorables, on a de la formation à mettre en place, on a une vision système qui est un petit peu différente de celle qu'on a aujourd'hui du lot technique courant fort, comme on l'appelle. Donc il faut intégrer des dimensions supplémentaires. Et donc le risque, c'est que si on n'arrive pas à produire de la formation de qualité suffisamment, si les entrepreneurs, les électriciens ne se saisissent pas de ces sujets, on va passer à côté. Voilà. Alors comment le big data peut-il contribuer aux économies d'énergie? Est-ce qu'il y a des exemples? Oui, alors de ce point de vue-là, j'ai dit tout à l'heure en introduction, les objets connectés, donc la caractéristique, c'est que ça génère vraiment beaucoup de données. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors il y a deux grandes applications assez évidentes. Il y a des applications sur la régulation des usages. Les automatismes, c'est très bien, 15232, mais avec le big data, et l'intelligence artificielle, on va avoir des fonctionnalités supplémentaires, par exemple, de prévision des scénarios d'occupation, non pas conventionnels, mais basés sur des données réelles, basés sur l'auto-adaptation du bâtiment. Donc sur des éléments en fait qui relèvent pas forcément d'automatisme ou de plage horaire fixée, mais plutôt d'une adaptation temps réel par rapport à l'usage réel du bâtiment, par rapport aux contraintes financières et confort qui sont fixées par les occupants ou les exploitants. Donc là, on le sait au travers de la 1532 qu'on peut avoir des économies qui vont de 20 à 60%. Donc ça, c'est des économies réelles. Mais si en plus on ajoute du big data et des algorithmes, on peut aller encore beaucoup plus loin sur ces économies d'énergie. Donc ça, c'est un élément très concret. Il y a un deuxième gain supplémentaire, c'est lié à la flexibilité, j'y reviens.
Donc là, c'est pas directement une économie d'énergie, mais ça peut être une économie financière, parce que je vais pouvoir générer des revenus grâce à mes scénarios de flexibilité. Donc je vais avoir un agrégateur, par exemple, un fournisseur qui va me rémunérer parce que je vais rentrer en scénario d'autoconsommation, ou parce que, au contraire, je vais soutirer sur le réseau. C'est-à-dire qu'en fait, on va me payer pour que je consomme. Et pourquoi on va me payer? Parce que je vais contribuer à l'équilibre du réseau. Donc ça, c'est pas directement une économie d'énergie, mais c'est une économie financière. Très bien. Merci Sébastien Magnier pour ABB. On peut l'applaudir.